Aujourd'hui, ce soir, nous parlons de ceux qui se retiennent. Des personnages qui sont restés dans l'ombre beaucoup trop longtemps. Comme je disais, des personnages qui soit ont fait la révolution, soit décident de mettre le monde dans les ténèbres, mais qui attendent depuis 25 ans de rentrer en scène. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, activer la notification, mais surtout mettre un maximum de pouces bleus pour ceux qui vont bientôt se montrer. Les amis, ce soir, on parle des plus puissants personnages de tout One Piece, mais qui nous ont toujours rien montré. Voyez, il y a beaucoup au final, il y a deux personnages qu'on attend énormément, c'est soit Monkey D. Dragon, soit Shanks. C'est des personnages qui sont là depuis le tout début, des personnages que Oda réserve pour la fin. On est dans un shonen neketsu. Alors bon, c'est un peu comme Mihawk au final. C'est pareil, c'est des personnages qui depuis le début se retiennent et représentent, sont un peu la personnification de la fin quoi. C'est la personnification c'est les boss finaux de One Piece. C'est vraiment des gens, c'est comme je disais sur Mihawk et tout, je sais pas si vous étiez là dans le live, c'est la personnification de l'inaccessibilité en fait, ces personnages là. C'est au-dessus de la chaîne alimentaire, il y a Im, Sama, le serpent, Shanks le roux, le lion, Dracul Mihawk, le faucon, et enfin, ça rime toujours en on, Monkey D. Dragon le dragon. On y est les amis. Mais il y en a un dernier. Il y a un personnage auquel on pense pas assez et qui est ultra discret en ce moment et pourtant il a été teasé depuis le chapitre exactement 803 par Eiichiro Oda comme un monstre de puissance. Est-ce que vous voyez de qui je veux parler? Weeble. On va parler pour commencer de Weeble. Je fais beaucoup de mouvements comme ça. Faire des petites tractions à chaque fois, d'accord? Mais pour le coup... Weeble, c'est une anomalie totale. Alors, est-ce que... En fait, le truc, c'est que on peut pas... En plus, Weeble ne peut pas être une blague. Contrairement à un Baggy ou quoi, qui lui va progresser dans la narration en étant une blague, et c'est toujours très intéressant pour autant. Weeble, lui, il ne peut pas faire ça parce qu'il nous a déjà prouvé, physiquement, concrètement, qu'il a fracassé la flotte de Barbe Blanche. Tous! Il les a tous fracassés. Bon, il a pas fracassé Marco et tout, mais quand même, on est sur un personnage qui est décrit comme Akainu et Kizaru au chapitre 803 comme un personnage qui a la force de son padré dans sa jeunesse. Maintenant, vous vous rappelez de qui on a mis tout en haut de la tier list? C'était bien Barbe Blanche dans sa jeunesse. Il n'y a jamais eu de toute l'histoire de l'humanité jusque-là, à part peut-être Rox Shebeck, mais on n'a pas plus de renseignements et tout, il n'y a pas eu plus fort que Goldie Roger et Edward de Newgate, de toute l'histoire de la piraterie de ces 40 dernières années. Et là, on nous dit qu'Edward Weeble, fils autoproclamé de Barbe Blanche, est aussi fort que lui. C'est une dinguerie. Ce personnage ne rigole absolument pas avec vous, il ne fait pas rire les mouettes, et du coup, c'est un personnage qui, en plus d'avoir plein de mystères sur lui, parce qu'avec ses cicatrices, on pense forcément aux zombies de Moria depuis des années, on pense à de la réincarnation, quoi, mais ça peut pas être le véritable fils de Barbe Blanche. Barbe Blanche n'avait qu'une seule famille, et ils n'avaient pas le même sang. Du coup, qu'elle va se faire foutre, l'autre Miss Backins de mes deux. On sait très bien que c'est une arnaqueuse, qu'elle veut juste la grosse thune, que c'est une michto. Elle était absolument magnifique et que Barbe Blanche était avec elle. Sondage immédiatement, est-ce que pour vous, Barbe Blanche était vraiment in love avec Miss Backins? Est-ce que dans sa jeunesse, c'était pas une giga fusée? On sait tous très bien que c'est un giganon. On sait tous très bien que Barbe Blanche, depuis toujours, est restée focus. Ok? Maintenant, après donc Weeble, on pense à qui quand on parle de personnages qui n'ont toujours rien montré? Et moi, pour moi, c'est le plus excitant de tous. Première apparition au chapitre 100. Il est arrivé, il y avait de la tempête. À l'exécution de Roger, il était là, il y avait de la tempête. Quand il était au royaume de Goa, il y avait de la tempête. Monkey D. fucking Dragon. Plus même, je trouve encore que Shanks. Fucking Monkey D. Dragon,
c'est une énigme. Et je sais pas si vous êtes... C'est tellement une énigme le mec, on a tellement peu d'indices sur lui. Parce qu'autant avec Red et tout, sur Shanks on a eu des petites... On a pu entrevoir quelque chose sur son acquis de l'observation. On a pu le voir même avec Aramaki. On a pu le voir que son acquis des rois était tel qu'il pouvait intimider à des distances ultra lointaines. Son acquis de l'observation, il pouvait feinter, faire croire des trucs aux gens et tout. Oui, il a un acquis de l'observation ultra fort. Oui, il a un acquis des rois tellement fort qu'il peut abîmer la matière. Oui, il est fort. Il fait peur à tout le monde. Pour autant, Monkey D. Dragon, quand je dis qu'il y a rien, c'est rien. C'est nada. Monkey D. Dragon, on ne sait absolument rien sur lui. Et ça fait fucking 25 ans. Je sais pas si vous vous rendez compte. Vraiment, on ne sait rien. Et pour le coup, tellement on sait rien, c'est qu'on a tellement théorisé et tout s'est écroulé en 25 ans. Je sais pas si vous étiez là, vous, à Marineford et tout, dans des époques de nos grands frères. Mais sachez, les amis, sachez qu'on pétait tous les plombs avant Wano Kuni. Je vous jure que c'est vrai, on était là en mode, ouais, Monkey D. Dragon, le fruit du dragon. Là vous allez me dire mais ouais et tout, non mais il y a 4-5 ans c'était le cas, hein, je vous jure, même quand nous on a commencé YouTube il y a 7 ans, et ben on s'était déjà dit ouais Monkey D. Dragon il a peut-être le fruit du dragon et ce serait marrant, ce serait le jeu de mots ultra grotesque d'Oda, mais ça aurait pu être possible, je vous jure que ça aurait pu être possible. Mais pour le coup, maintenant qu'on voit que Uranus, entre guillemets, rien n'est confirmé, serait entre les mains de Im-sama et tout, mais Dragon il a quoi? Qu'est-ce qu'a Monkey D. fucking Dragon? Je pète les plombs. Est-ce qu'il a forcément le fruit de la météo alors? Le fruit de la tempête? C'est ce qui nous vient tout de suite en tête. On se dit que à chaque fois qu'il est là, il y a du grand vent qui souffle et qui détruit tout. Je vous le dis, moi ma théorie depuis plus, et c'est pas une blague, c'est que je suis depuis tout petit en fait. Pour moi, Monkey D. Dragon, c'est la définition même de l'inarrêtable et surtout de l'impalpable, quoi, de quelque chose qui n'est pas concret. En fait, pour moi, Monkey D. Dragon, c'est depuis le début, comme c'est l'homme le plus recherché du monde, c'est un fantôme. Et donc, pour moi, c'est un peu la métaphore du vent. Et je dis pas que c'est du coup, c'est du vent, comme nous on a l'habitude de dire les Français, ouais c'est du vent, c'est un pétard mouillé et tout et tout. Pour moi, Monkey D. Dragon, c'est l'insaisissable. Et s'il y a bien une chose qu'on ne peut pas saisir, c'est le vent. Et pour le coup, moi je trouvais ça super intéressant. Le fruit du vent, de l'air libre en fait, il pourrait aller n'importe où. Et du coup, on pourrait tout simplement pas choper le gars quoi. Du coup voilà, moi je trouve que Dragon ça reste le personnage le plus mystérieux. Et vraiment il est trop intéressant. Dans tous les cas, à chacune de ses apparitions il y a du vent et tout. Donc on sait très bien qu'il y a un rôle là-dedans, qu'il y a le fruit du vent quoi, le fruit de la tempête. Et quoi de mieux au final pour balayer l'ancien monde que le vent? Pour, vous savez, vraiment faire le ménage quoi. Et moi je trouve ça incroyable, le mec il va littéralement créer un courant d'air dans le monde et il va dire ok le gouvernement tu sais quoi, il va balayer comme ça et il va tout envoyer chier quoi, il va se dire allez je vais, c'est ça en fait, c'est vraiment nettoyer le monde. Et je trouve que c'est trop beau pour Dragon parce que c'est vraiment le mec qui va arriver, qui grâce au vent, grâce à la nouvelle ère va tout envoyer balader en fait, et que vraiment il arrive à un moment donné et qu'il se fout sur la gueule contre Im-sama ou je sais pas trop quoi pour savoir qui, et surtout un combat de dieux quoi, les deux dieux du ciel là, je sais pas, genre Im avec Uranus et Dragon le dieu de la tempête et tout, et vous savez vraiment un gros orage et tout, tu vois les deux qui se battent dans le ciel et qui littéralement terraforment le monde quoi, qui disent allez tu sais quoi, nique toi quoi, j'y suis allé dans l'ombre pendant 20 ans et tout, maintenant j'arrive et je casse absolument tout. Là où c'est fort c'est que Dragon il va avoir les deux rôles, il va avoir celui qui va faire tomber le gouvernement grâce à son intelligence et de ses plans mûrement réfléchis sur des années, comme par exemple on sait que Vegapunk il est forcément de mèche avec eux vu qu'il a aidé Kuma qui était lui-même un révolutionnaire et tout et tout. Du coup on le sent venir les Séraphins ou bien les pacifistas et tous ces trucs là qui vont se retourner contre le gouvernement parce que hackés par la révolution, les Anonymous et tout, on sent que c'est possible ça, et que du coup ça ferait que au final le gouvernement serait pris dans son propre piège grâce à Monkey D. Dragon. Mais en plus de ça, on va pas se le cacher, comme on est dans un shonen neketsu et que ça fait 25 ans qu'on attend le chip, on peut pas s'empêcher d'attendre une démonstration de force aussi. Les amis, il faut parler de Dracul Mihawk, parce que je trouve que au final Dracul Mihawk c'est un petit peu tout le résumé de ce qu'on vient de dire aujourd'hui, parce qu'on a déjà eu un petit peu une première étape, une première étincelle de la dinguerie qu'il représente, c'est sa prime. Parce que pendant des années, le Mont Corvo il était là, il défendait la chose, il défendait la cause, il défendait Dracul Mihawk envers et contre tous, envers tout le raz de marée, ce courant immense qui s'amusait à le rabaisser. Et pour le coup, nous y voilà, Dracul Mihawk est largement, on le sait tous, c'est une vérité inéluctable maintenant.
il est niveau empereur, Dracul Mihawk, et ça qui est très intéressant, c'est un empereur marginal, il a jamais voulu l'être, il est bizarre et tout, mais il y a pas que les empereurs qu'on est les niveaux empereurs dans One Piece, c'est ça qui fait toute la beauté, toute même l'ambiguïté des rapports de force dans le manga. Et du coup, on sait tous que Mihawk, il est ultra puissant, parce que sa prime va refléter une seule et unique chose ici. Vu qu'il n'a pas de territoire, vu qu'il n'a pas d'équipage, vu qu'il n'a pas d'armes antiques, de connaissances pour faire chier le gouvernement, pour faire tomber tout, c'est sa puissance. Dracul Mihawk n'a qu'une seule chose, c'est sa lame noire. D'ailleurs, seul être humain à avoir rendu une lame noire, vivant, le mec, c'est le seul personnage. Le dernier, c'était Ryuma, il est mort il y a 800 ans. Du coup, on se rend pas compte que le mec pèse énormément. C'est tout. C'est comme ça, il est extrêmement discret et c'est ce qui fait toute sa beauté. C'est un personnage qui n'a pas encore montré ce dont il était capable. Et là, Bichou, il nous dit, mais pourquoi il est pas dans le top de Kaido alors? Et parce que les gars, va falloir apprendre à lire un manga. C'est pas qu'il est pas dans le top de Kaido, qu'il pourrait pas l'être. Pourquoi Dracul Mihawk se serait fait chier à aller affronter Kaido? Il s'en fout. Là, ici, dans le top de Kaido, on a que ceux qui ont rencontré Kaido. C'est tout. Donc Kaido, on sait qu'il a rencontré Shebeck, on sait qu'il a rencontré Roger, on sait qu'il a rencontré Oden, et on sait qu'il a rencontré Shanks et Barbe Blanche. On le sait parce qu'il les a rencontrés, c'est comme ça. Il les a rencontrés, il a vu, il a fait ok, eux ils sont chauds. Dracul Mihawk ne fout rien de sa vie. C'est juste un gigantesque chômeur et ça qui est trop cool. Le mec, attendez, le mec il a niveau empereur, mais le gars il s'amusait à aller chasser les pirates sur East Blue quoi. Il est allé se faire Don Krieg le mec. Quand il est à Marineford, il s'emmerde, il est là, il fait bon, quand est-ce que je rentre à la maison avec mes singes là Donc voilà, on est clairement sur un mec qui en a rien à branler, qui veut juste être tranquille, il veut vivre paisiblement. Et c'est ce qui fait toute la beauté de ce personnage, encore une fois, qui va faire, vous allez le voir, que nous montrer des dingueries. Et du coup, c'est ce qui me fait, moi, totalement frissonner depuis que je suis tout petit, c'est ce combat qu'on attend, c'est le combat Zoro-Mihawk. Ce combat d'anthologie qu'on va avoir. Je crois que pour tous les bandeurs de flow, pour tous ceux qui ont grandi avec Zoro, qui sont allés à la salle avec Zoro, qui sont allés soulever de la fonte, qui ont passé toutes les épreuves de leur vie avec Roronoa Zoro, qui ont fait leur enfance, leur adolescence, leur vie adulte. Moi c'est mon cas, c'est toujours un exemple pour moi de progression et surtout parce que c'est un exemple parce que je suis tout son opposé à Roronoa Zoro et j'adore ça parce que c'est vraiment la définition même, je trouve, devant même encore Luffy, de la progression Neketsu quoi. Le mec évolue uniquement et seulement dans les combats. Il a promis qu'il ne perdrait jamais et du coup toute l'évolution de Zoro qui va être dans les biceps quoi, va être dans les abdos, va être dans juste je vais te casser en deux parce que moi je suis plus fort que toi. C'est pas genre moi j'ai un rêve plus fort que toi comme ce serait pour Luffy. Non, Zoro c'est juste je ne dois pas perdre, je dois être le plus fort, le meilleur. Le rêve de Luffy, ce n'est pas d'être le plus fort, c'est d'être le plus libre. Par contre, pour Zoro, c'est d'être le plus fort. Et donc, je trouve que Zoro va à lui tout seul synthétiser tout le rapport de force dans One Piece et tout ce qu'on veut voir dans un shonen Neketsu, le sang fucking bouillant. Confirmé dans le manga même, Mihawk surpasse Shanks à l'épée. Alors forcément, bien sûr, encore une fois, au sommet de la chaîne alimentaire, on a le lion. On sait très bien que par d'autres capacités, par d'autres trucs innés comme le haki et tout, Shanks est au-dessus de Mihawk, il n'y a aucun souci avec ça. En soi, qu'est-ce que vous attendez, vous, du combat Zoro-Mihawk? J'aimerais bien avoir votre avis là. Moi, je l'imagine comme un rendez-vous. Ils le savent très bien tous les deux et donc je l'imagine pas comme dans une bataille. Faut pas que ce soit juste une bataille, ou du moins c'est parce que Mihawk va avec la Cross Guild qui fait barrage au Mugiwara pour aller sur Laugh Tale et du coup la rencontre fatidique entre Zoro et Mihawk. Je pense que ce sera ça. Parce que la Cross Guild, il faut qu'elle buzz. Elle va buzzer. Elle va faire que ça jusqu'à la toute fin du manga. Avec les armes antiques, la volonté de Crocodile à gouverner le monde et tout. Crocodile, c'est son comeback, hein, croyez-moi. C'est le payback de Crocodile. Il a été humilié par Oda à la Basta. Maintenant Oda il nous a dit ok, vous inquiétez pas, je vais vous montrer de quoi il est capable le fifou là. Donc voilà. Et un dernier personnage, ok, si vous voulez on peut parler d'Ener. Parce qu'en fait au final Ener où c'est vachement émouvant, c'est que aussi c'est la définition même, encore une fois, lui et Oda il s'amuse avec tout ça, c'est que c'est la définition même du Deus Ex Machina. Et ça qui est incroyable. Le Deus Ex Machina, c'est un procédé théâtral. C'était des retournements de situation au théâtre où en fait via la machine scénique, vous pouvez faire venir un comédien ou bien faire apparaître quelque chose sur scène et du coup que les spectateurs soient là en mode bruh, what the fuck. Et du coup au final Ener c'est ça.
Du coup, c'est le dieu de One Piece, c'est le seul qui se considère littéralement comme un dieu. Et du coup, quoi de mieux, comme on disait plus tôt, avec Im et Dragon et tout, des combats de dieu de ouf malade, que le retour du vrai dieu de One Piece. Ener qui peut donc, comme un véritable Deus Ex Machina, revenir sur Terre n'importe quand et n'importe où surtout. Allez, dernier sondage, est-ce qu'il va revenir dans le manga ou pas? Moi j'en suis sûr et certain. Avec en plus de sa puissance, en plus de venir sur Terre avec une armée, on a vu qu'il avait une armée de robots et tout, il va arriver avec de la connaissance, Ener. Il va arriver avec la connaissance de centaines et des centaines, voire peut-être des milliers d'années, avec Bilkan sur la Lune, la cité antique, tout ça et tout, toute l'histoire de la Lune, les pirates de l'espace, tout. Des dingueries. Du coup, Ener quand il va revenir, ça va être Dieu qui va revenir sur la mer Bleue. Parce que, par sa puissance, il va faire peur, mais aussi par ses connaissances. Il va arriver, il va dire Eh les amis, la vérité, c'est ça. Il va arriver et il va retourner le game.